Bon alors Nico, comme je te disais, on va retracer un peu on va dire ta carrière, mais via le journal du golf, tu as fait la couve quelques fois, tu étais dans le journal du golf quelques fois, et je vais commencer par une première date. Bon, c'était le journal du golf numéro 16, donc là on a fêté le 200, donc ça fait un bail, c'était en 2006, et tu évoquais une date de 14 novembre 2000, bon, ça doit forcément t'évoquer quelque chose. Évidemment, ouais, 14 novembre 2000, jour de mes 18 ans, et en fait le jour où je décide de passer professionnel, qui était 2 jours avant le début des cartes européennes, qui était à San Roque, à Soto Grande à l'époque. Et ouais, ça avait une signification pour moi. Je me suis dit, tiens, c'est cool de passer pro le jour de mes 18 ans, sans savoir que 4 jours après ou 6 jours après, j'allais être en tête des cartes européennes et au bout de la semaine, avoir ma carte sur le circuit européen et en fait ne pas savoir à quel point ma vie allait changer du jour au lendemain, même si c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais en fait je ne me rendais pas du tout compte des répercussions aussi brusques d'éventuellement gagner sa carte et 1 mois et demi après d'être sur le T du 1 à Johannesburg, à l'Alfred Dunhill, comme un peu un touriste, quoi. Et tout vient apparemment d'un article de Bernard Langer que tu lis quand tu as 14 ans apparemment. Tu lis cet article de Bernard Langer et ça te donne le déclic d'arrêter tes études et de passer pro. Il y avait quoi dans cet article de Bernard Langer? Bon, en fait, voilà, c'est un secret pour personne, ou en tout cas pour les gens qui me connaissent. L'école n'a jamais vraiment trop été mon fort. C'était pas un endroit où j'aimais particulièrement passer l'entièreté de mes journées. Et ouais, j'étais tombé sur un article où Bernard Langer avait arrêté l'école à 14 ans pour se consacrer au golf. Donc évidemment, j'ai montré cet article à mes parents qui ont trouvé ça évidemment un peu moins drôle que moi. Donc j'ai pas arrêté mes études tout de suite parce que j'ai suivi une espèce de cursus scolaire un petit peu différent avec une école privée un petit peu spéciale qui aménageait déjà un peu mes horaires de voyage quand j'avais 15-16 ans où je partais déjà quand même pas mal. Mais ouais, c'est parti à l'époque, voilà, les informations sur le golf, on les trouvait dans les magazines, surtout les pays dans lesquels nous on venait. Tu en as parlé à Bernard Langer justement de ça? Non, jamais. Non, jamais. On s'est croisés quelques fois. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'est quand il a joué son dernier tournoi l'année passée à Munich, où il a fait ses au revoir, ses adieux au public allemand. Mais non, c'est des mecs qui font partie du panthéon non seulement du golf européen, mais du golf mondial, quoi. Il a toujours eu des mots sympathiques à mon égard. Et même si on a des personnalités qui risquent d'être un petit peu à l'opposé l'un de l'autre, mais ouais, ça fait toujours quelque chose de sympa de pouvoir partager avec des gens comme ça qui ont marqué l'histoire de ton sport. Le fait de démarrer comme ça tout de suite, voilà, tu as ta carte tout de suite, c'était une chance de pouvoir tout de suite toucher le tour européen directement avec du recul, le fait de ne pas avoir galéré pour avoir cette carte-là? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Ça prouvait que j'avais le niveau et que j'étais capable d'avoir le niveau nécessaire pour jouer sur le circuit, pour me qualifier sur le circuit quand on pense qu'il y a énormément de gens qui essayent 5, 10, 15 fois et qui n'y arrivent jamais. Et puis, le revers de la médaille, c'était que je n'étais pas du tout préparé. Il faut savoir qu'en Belgique, à l'époque, on est quand même fin des années 90, il n'y a pas de structure en place, j'ai toujours tout dû faire tout seul, moi et mon coach, ou ma famille. D'un autre côté, ce qui m'a assez servi, c'était que je devais toujours aller chercher des informations ailleurs parce qu'elles n'étaient pas présentes dans mon pays. Donc voyager le circuit amateur seul à 15-16 ans, aller jouer les tournois amateurs en Angleterre avec l'argent de la fédération, dormir dans des hôtels, dans des bed and breakfast dégueulasses, faire du taxi à gauche et à droite. Quand je repense à cette période-là de ma carrière, c'était vraiment de l'artisanat, quoi. Donc, mais formateur un peu aussi quand même, la débrouille? Ouais, parce que ça m'a appris à voyager, ça m'a appris à me débrouiller tout seul, ça m'a appris en fait à
à devenir ce qu'on appelle street smart, quoi. Donc de savoir quoi faire, comment me débrouiller, comment voyager, comment voyager seul en fait, quoi. Maintenant, quand je vois les jeunes de 20, 21, 22 ans qui commencent, ils ont déjà une équipe autour d'eux. Moi, j'ai tout fait tout seul. Donc, c'est ce qui a quelque part, à mon avis, un petit peu forgé la façon dont j'ai réussi à voyager le monde juste avec ma valise, mon sac de golf, sans trop d'embûches, quoi. Ça aurait été plus facile de commencer maintenant, si tu reprends ta carrière en 2000 et tu la mets maintenant en 2025, ça aurait été plus simple ou, Je pense que en fait, c'est plus facile maintenant d'être mieux organisé, d'avoir les bonnes informations, de savoir la façon dont il faut se gérer, de savoir les choses qu'il faut mettre en place pour être performant plus jeune. C'est pas juste une question d'époque, c'est surtout d'où je venais. Voilà, en Belgique, il y avait juste eu quelques joueurs avant moi qui jouaient sur le circuit, mais vraiment sans trop faire d'énormes carrières. Donc il n'y a jamais eu aucune personne qui m'ait vraiment pris sous son aile. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fort rapproché du clan français depuis le départ, que ce soit avec des Marc-Antoine Farry, des Thomas Levet et toute cette ancienne génération de profs français qui ont toujours été super sympas avec moi et qui m'ont considéré comme un des leurs. Donc ouais, mais venant de Belgique, il a fallu que je fasse ça tout seul. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis un petit peu de temps en fait à comprendre des choses qui sont primordiales à la vie d'athlète de haut niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu t'as repris un peu le flambeau en prenant d'autres athlètes un peu, toi, sous ton aile, belges, comme les Thomas Deutry, Thomas Pieters. Tu les as un peu aidés, toi, au début, quand ils ont commencé Au début, un petit peu, oui, parce que voilà, ça faisait 10-15 ans que j'étais sur le circuit. Donc oui, je leur ai peut-être un petit peu facilité leur assimilation au passage, ou dans le passage du monde professionnel. Mais à la base, c'est plus une question de fibre, de partage. Et voilà, moi, j'ai toujours été branché sport d'équipe, faire les choses en groupe. Donc pour moi, c'était assez naturel de le faire. C'est jamais quelque chose. Ça n'a jamais été une mission pour moi. Je l'ai toujours fait naturellement et même encore maintenant. Je vois cette dernière année ou ces quelques dernières années, tu vois, tu as des mecs comme Martin Couvrat ou Tom Vaillant qui viennent me demander des trucs et je le fais évidemment avec le plus grand plaisir parce qu'en plus ils sont cool. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun souci. Alors, autre date, 14 septembre 2003. Est-ce que tu te souviens de cette date ? 14 septembre 2003, bah ça pue le Lancôme, ça a plein nez. Septembre 2003, 2 dernières parties, le samedi et le dimanche. Le Lancôme, à l'époque, le Lancôme avait vraiment, c'était vraiment un tournoi avec avec une image et un statut différent des autres. Voilà, ils ont fait toujours venir beaucoup d'Américains. C'était un tournoi de McCormack, d'IMG. Ça avait un côté glamour incroyable. Je me souviens y avoir été la première fois en 2001 d'ailleurs pour rencontrer McCormack quand j'ai signé chez IMG. Non, en 2000 d'ailleurs, en 2000. Et puis en 2001, je jouais mon premier Lancôme. Et puis ça ressemblait fort aux endroits qu'on connaissait en Belgique. Tu vois, Saint-Non, c'est quand même un endroit particulier. Bon, d'abord, c'est super beau. Et puis, il y a toujours eu ce rapprochement un peu avec Saint-Non, sans savoir qu'en 2003, j'allais faire une semaine de la mort, qui était le dernier Lancôme. C'est moi qui ai tapé le dernier t-shirt au 18 de l'ère Lancôme. Et d'ailleurs, elle était tellement dans l'axe du drapeau que je ne l'ai pas vu tomber. Je pensais que j'avais fait trop en un. Donc, je me suis dit, quand même, c'est incroyable que le dernier joueur qui tape le t-shirt du 18 dans l'histoire du Lancôme, il est belge et il fait 1 au 18. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Tu te souviens de cette dernière partie ? Avec qui ? Ouais, en fait, je jouais. Alors, le dimanche, j'ai joué avec Paul McGinley et Rétif Gouzen. Qui a gagné d'ailleurs. Qui a gagné. Et je fais eagle au 6, le par 5. Et à ce moment-là, je reviens à 1 point de Gouzen. Moi, j'étais assez bien parti. Et lui fait 6, je pense, au par 5. Et moi, je fais 3. Donc, il y a allez, un 3-shot swing. Et lui fait directement 2 au par 3 derrière. Et à ce moment-là, je ne l'ai plus vu. Moi, j'ai fait bogey, je pense, j'ai fait bogey au 10. Où j'ai pas fait birdie au 10, et puis je fais double 11 en mettant dans l'eau derrière le green. À ce moment-là, c'était plié, mais ouais, j'ai encore énormément de souvenirs assez frais de ce week-end au Lancôme. Autre phrase que tu dis depuis que je suis passé pro, il y a des endroits que je n'ai jamais sans doute vus si je n'avais pas joué sur le tour. Alors justement, si tu devais garder un endroit, là, avec tous les endroits que tu avais. Wow, c'est difficile, un endroit c'est difficile. Voilà, si tu parles golf, tournoi pur et dur, c'est évidemment Augusta. Tu vois, je pense que c'est le rêve de tout gamin
voilà, tu as le British et Augusta, mais Augusta, ça a quand même un peu ce côté mystique, secret, où il est quasi impossible d'aller, comparé à St Andrews, Birkdale ou Troon, et des endroits comme ça où tu peux aller jouer quand tu veux, tu vois. Mais à part ça, c'est énormément de rencontres, c'est me retrouver dans des cercles de gens auxquels, en fait, j'aurais jamais accédé si j'avais pas été bon à ce que je faisais, quoi. Il y a un truc qui toujours, je trouve, assez particulier, c'est tous ces espèces de magnats du business ou de la politique ou machin, ou qui nous voient, nous, comme des demi-dieux, alors que nous, on les considère comme des gens incroyables aussi, quoi. Donc il y a cette espèce de proximité qui se fait assez rapidement avec je vais pas dire trier sur le volet, mais avec le haut du panier, ouais. Par exemple, la première fois où tu rencontres un joueur comme Tiger Woods, tu te souviens des moments comme ça, quand tu dois jouer avec lui, faire des choses comme ça? Alors moi j'ai joué qu'une seule fois avec lui, c'est à la Ryder, mais je me souviens la première fois que je l'ai vu, et c'était au Deutsche Bank en Allemagne, je pense que c'était 2001, et c'était garde du corps avec gilet pare-balles, machin et trucs, ouais, il y avait un côté assez impressionnant quand on le voyait débarquer en Europe pour jouer quelques tournois. C'était une idole pour toi, Tiger Woods? Alors non, pas tant que ça. Moi, j'ai pas grandi avec cette idolâtrie de Tiger Woods. Moi, j'étais plus branché les anciens mecs. Tu vois, les Ballesteros, Faldo, Woosnam, et les Américains pas trop, parce qu'on n'avait aucune accessibilité au PGA Tour à l'époque. Ça passait pas à la télé en Europe à l'époque. Donc moi, j'ai jamais grandi avec ce fantasme d'aller jouer le PGA Tour. Et en fait, ça s'est remarqué quand j'y ai débarqué début des années 2010. Autre phrase que tu dis dans ce numéro de Journal du Golf: plus un coup est compliqué, plus je me casse la tête pour trouver un moyen. Ça a toujours été vrai tout au long de ta carrière, ça, plus un coup est compliqué, plus t'aimes ça finalement, plus tu vas essayer de trouver le moyen de le faire? En fait, ouais, au plus c'est difficile, au plus je suis inspiré, au plus je me rends compte que j'ai pas de solution et qu'il faut que je fasse un truc, on va dire, spécial ou hors norme. Plus ça t'excite? Ouais. Ce qui est basique m'endort, quoi. En fait, le basique, j'ai toujours eu du mal à prendre une décision claire sur du basique. Alors que quand c'est compliqué, quand t'as pas le choix, il n'y a qu'une image qui se crée. Et à ce moment-là, pour moi, elle est plus facile à mettre en place, quoi. Chez Fleur, il t'ennuie du coup ou... Non, parce que c'est ultra efficace. Ouais. Tous ces grands joueurs qui font des carrières ultra longues à ultra haut niveau, ce qui m'impressionne, c'est pas la qualité technique ou la qualité de frappe de balle ou de coups qu'ils jouent, c'est juste la fréquence. Moi qui m'impressionne, c'est de semaine après semaine, de jour après jour, de trou après trou, de jamais avoir le pied qui s'enlève de l'accélérateur. Je trouve ça absolument incroyable. Alors, question peut-être un peu compliquée, mais si tu devais faire le top 5 de tes plus beaux coups en carrière, si tu devais retenir que 5 coups dans ta carrière, ça serait lesquels? Il y en a plein en fait qui sont complètement anodins, tu vois, ça peut être au 6 du vendredi au Scandinavian Masters en 2006, quoi. Je me souviens d'un coup de bois 3 au-dessus des arbres justement au Scandinavian Masters en 2005 ou 6. J'avais des arbres à 50 mètres de moi, super haut, et j'étais sur une racine d'arbre, je topais un coup de bois 3 par-dessus le machin, j'étais en dernière partie avec Robert Karlsson. Je vais dire le t-shirt du 18 à l'Open de France quand même. Ça c'est des coups quand même. En 2019? En 2019 quand je gagne, ça c'est quand même des trucs. Je suis content de plus de voir les revivre. Le putt du 17 à la Ryder, qui permet de rester one-up avec un trou à jouer et d'être sûr d'avoir un demi-point, sans savoir que je vais en prendre un point complet avec un trou à jouer. Ça c'est le vendredi? Ça c'est le vendredi après-midi, mon premier match. Avec Westwood et contre Stricker. Contre Woods et Stricker, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, c'est plus des questions qu'il faut poser aux mecs qui ont bossé pour moi, tu vois. Si tu poses ces questions à Chris Lyley, à Brian Nilsson, ou à ces mecs qui ont porté mon sac pendant quelques années, c'est plutôt eux qui vont avoir des flashs de 2-3 coups de génie, on va dire, quoi. Toi, c'est plus des moments clés en fait de tournoi ou de Ryder Cup, c'est ça? Ouais, parce que c'est pas non seulement le coup, c'est aussi la signification, c'est aussi le moment où, le contexte, le moment dans lequel ça se passe, et surtout les vibrations que tu ressens. Tu vois, il y a toujours un truc kiffant, c'est quand tu mets un drive dans les cordes et que tu es particulièrement en Angleterre, tu vois, quand tu es encerclé d'un U qui fait
je sais pas moi, 100 personnes et que tu dois taper un coup pour sortir des arbres. Par exemple, à Wentworth, au 13, je me suis tout le temps mis à droite dans ces arbres là, pas loin du Burger Van, et souvent tu dois taper un coup bas, gauche-droite pour essayer de choper un truc devant le green et tout ça. Là, c'est peut-être un coup que j'ai tapé 20-25 fois, mais ça a toujours une particularité de taper des coups spéciaux comme ça près des gens. C'est toujours Créatif sympa. finalement un peu. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, parce que c'est excitant, c'est attirant, et puis c'est surtout beau, et puis c'est surtout aussi voir le visage d'un gamin de 8, 9, 10, 12 ans qui a vu un truc qu'il n'a jamais vu, quoi. Ça, c'est des trucs qui animent, ouais. Je vais te montrer cette couve, donc 2006, avec Greg Bourdi. Ouais. Tiens. Oh, ouais, j'ai les cheveux longs à ce moment-là. Ouais. Ouais, 2006. Ouais, je traînais beaucoup à Paris à ce moment-là d'ailleurs. Je te laisse ouvrir, Ouais. tu peux ouvrir le magazine. Ouais, bon, je trouve c'est un peu décevant que tu montres une couverture quand même où il y a Grégory Bourdi devant Ah moi. bah oui, mais bon, c'est la première. Non, mais il a une victoire en plus sur moi sur le Zippy World Tour, donc c'est normal. Le feu, la glace, le titre. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, ouais. Bah ouais, Greg était beaucoup plus posé, beaucoup plus organisé. Il a toujours été tout au long de sa carrière. Et puis moi, c'était un petit peu plus folklorique. Et c'est pour ça que j'ai eu des pics, en fait, tout simplement. En fait, cette personnalité ressemble assez fort, en fait, à ce que j'étais capable de faire pendant Tu dis 25 ans. être maître de ce que je fais. Est-ce que c'est finalement. Ça s'est résumé dans ta carrière ou pas trop? Bon, à ce moment-là, en fait, pas trop, parce que je suis en fait en passe de vivre une période assez noire entre 2007, 8, 9, où j'ai plus de catégorie nulle part. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que j'ai toujours eu le sentiment profond que ça allait le faire. Même si à ce moment-là, je suis encore on va dire, à 20, 25, 30% de mon potentiel. J'ai encore vraiment rien fait. Oui, j'ai gardé ma carte un peu à gauche et à droite, mais je voyage plus le monde avec ma valise et mon sac de golf à rigoler et à jouer des tournois à gauche et à droite, quoi. J'ai pas encore vraiment pris, je vais pas dire connaissance de ce que je peux être capable de faire, mais Il y a de l'insouciance en fait, encore. C'est. Tu Ouais. vas, tu t'amuses sans forcément te rendre compte de ce que tu vas. Ouais, non, mais je suis fort conscient que je suis différent des autres, je suis fort conscient que je peux faire des trucs incroyables, mais j'ai pas arrondi les coins, quoi. Je suis encore un peu ouais, T'es brut. à feu et à sang, quoi. Ouais, je suis un peu un diamant pas traité, quoi. Ça te fait quoi de revoir ça, revoir toi avec les cheveux longs? Euh, Ben oui, c'était un peu la période où tout le monde avait un peu. C'était un peu la période. La photo d'après, bien. C'est un peu je vais pas dire la pré-Starac, quoi, mais on avait tous un peu ça à l'époque, quoi, tu vois. Enfin, le début de la Starac, c'est Ouais. 2001, je pense, mais non, je trouvais que ça m'allait pas trop mal, en fait. Ouais, je trouve que j'ai toujours eu un peu de style, donc. C'est une période où on jouait un peu avec des pantalons à pattes def et tout, machin, je me souviens. Ouais, c'était une chouette période en fin de compte, ouais. Ouais, je vais continuer. Bon, là, tu fais pas la couve, mais en 2011, numéro spécial Open de France, c'est Greg Avray qui est en couve. Je sais pas si tu te souviens de cette fameuse couve où il est sous la Tour Eiffel, la chemise ouverte avec la cravate. Ouais. Et tu as une phrase où tu dis une rumeur venue de France, d'ailleurs, prétendait que j'avais acheté un bar à Ibiza et que je mixais là-bas. Ouais. Je n'ai jamais nié cette passion, je baigne dans la musique depuis tout petit. Et aussi peut-être que j'avais envie de donner une autre image de celle du golfeur ennuyeux qui ne pense qu'à ça. Ça t'a longtemps collé à la peau, ce côté fêtard, DJ Ah ben oui, ça m'a collé à la peau parce que ça faisait partie de ma personnalité et c'est un monde qui a toujours fait partie de qui je suis. C'est un monde qui m'a toujours attiré et ça c'est un secret pour personne. Mais c'est vrai que je me souviens, je ne sais pas si cette rumeur venait de France, mais en tout cas j'avais entendu ça à l'époque, que quelqu'un m'avait vu dans le bar que j'avais acheté à Ibiza. Alors que la première fois que j'étais à Ibiza de ma vie, on est en 2000, je pense qu'on est en 2018, quoi. Donc on est, j'ai jamais souffert de ça parce qu'on a bien rigolé. Et puis ouais, encore maintenant, voilà, je suis branché de musique électronique, c'est la seule musique que j'écoute. Je l'écoute comme du jazz, je suis vraiment mordu de ça.
j'ai jamais été très mainstream dans tout ce que je faisais, que ce soit ce que j'écoute, ce que ce soit la façon dont je m'habille et la façon dont je pense. Donc non, non, j'ai toujours... j'aurais pas supporté en fait être le golfeur stéréotype qui mange du muesli le matin et non, je pense que je me serais pas supporté quoi. Donc ça m'a peut-être joué un peu des tours dans ces années 2000. Parce que trop de grosses soirées, Non, trop d'excès, non, non? parce qu'on n'a jamais vraiment trop fait les cons quand c'était dangereux de le faire. Ça, c'est un truc qu'il faut mettre au clair. Euh, oui, on a pris des timbales. Oui, on était les premiers à aller boire des verres le dimanche soir entre deux Le 11, tournois. c'était avec d'autres joueurs? Ouais, on va pas citer de nom quand même. Hein. Ouais, non, mais Non, non, mais restons ouais, quoi. bien sûr. Alors Ouais, que tu gardes le mystère. maintenant, ils vont tous se reconnaître, hein, je pense. Mais Les joueurs français, non? non, oui, il y avait quelques Français là-dedans. Il n'y a pas que des Français d'ailleurs, mais non, non, ça faisait partie un peu du folklore de ces années 2000 aussi, quoi. Tu sais, tu voyages le monde, t'es dans ta vingtaine, tu croques la vie à pleines dents, on est bon à ce qu'on fait, on a une carte de crédit en poche. C'est difficile de ne pas De succomber flamber un petit peu, quoi, ouais. ouais, de succomber un peu aux chouettes endroits qu'on fait et de profiter de la vie, tout simplement, quoi. Si tu devais faire justement tiens, la playlist de 3-4 chansons qui résumeraient ta carrière. Pouah. Enfin 3-4, ou les chansons qui t'ont suivi, ou alors par époque peut-être. Alors, je me souviens avoir découvert The Man with a Red Face de Laurent Garnier pendant les cartes en 2000. Et je l'écoutais tous les jours, donc qui est quand même un énorme classique. Donc là, tu me prends un peu à court parce que je peux te sortir 50, 100, 150 morceaux que j'ai écoutés 5000 fois durant toute ma vie et toute ma carrière, encore maintenant, tu vois. J'ai un truc particulier avec la musique parce que je, je réécoute mes premières années de musique électronique, je me vois encore sortir dans des boîtes en province, en Belgique, quand j'avais 16-17 ans avec mes potes. Et c'est une époque complètement révolue que nos enfants ne connaîtront plus, tu vois, ces espèces d'énormes boîtes avec le Skytracer à 5 km que tu voyais à la ronde, avec ces parkings en gravier où il y avait 1000 voitures, où il y avait cette anticipation d'aller dans un endroit complètement incroyable. Donc maintenant, malheureusement, le clubbing a un petit peu changé, même si tu as des endroits comme Ibiza et tout ça qui restent quand même des valeurs sûres, mais malheureusement, nos enfants ne connaîtront pas cette époque incroyable qu'on a vécue. En ce moment, c'est quoi? T'écoutes quoi en ce moment comme, c'est quoi la musique du moment dans les oreilles de Nicolas Colsart? Ouais, bref, moi je suis très underground en fait, hein, donc moi j'écoute pas mal de trucs de certains labels, voilà, ça peut être beaucoup d'Allemands. Voilà, je me suis peut-être un petit peu calmé, j'écoute des trucs un peu moins forts, mais voilà, j'ai de la chance d'être pote avec 2-3 mecs qui tournent le monde, donc j'ai un peu accès. Et puis maintenant, avec Instagram, SoundCloud, machin truc, tu peux choper tout ce qui est joué, tout ce qui est frais. Voilà, je fais des listes, sur mon appli SoundCloud, je fais des listes par année avec des tracks, des sets et des machins. Et donc si ça vous amuse, allez-y, il y a pour je sais pas combien de jours de musique complète, mais il y a un chouette voyage à faire. Un morceau préféré? Oh, un morceau préféré, c'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Euh, euh, le morceau que j'avais choisi quand je suis venu sur le plateau à l'œil des pros était sympa, en fait, qui était un remix de Tale of Us qu'on a tous écouté, qui est un morceau d'un pote à moi qui s'appelle Mano Le Tough, qui s'appelle Primitive People, et en fait c'est le Tale of Us remix et qui pour moi est un des morceaux phares du début des années 2000, entre 2000, 2012, 13, 14.
On continue dans ce numéro du Journal du Golf 2011 où tu parles justement de cet épisode australien entre 2008 et 2009. Alors je te cite, perdu au milieu du bush, à une demi-heure de Brisbane, ça a marqué la fin d'une période où je sortais comme un dingue. Et même si j'ai toujours su que cette période de faire le con était en moi, j'ai adoré me lever à 7h du mat et aller chipper à la fraîche. Ouais. Raconte-nous un peu cet épisode qui est En fait, c'est marrant parce que c'est le père de Romain Béchu, Daniel Béchu, sur qui j'étais tombé au Master 13. Et à ce moment-là, je suis un peu au fond du trou. Je dois demander des invites à Jean-Charles Cambon pour jouer des trucs de l'Alliance Tour. Donc j'ai vraiment que dalle, je suis un peu nulle part. Et le père de Romain me dit, écoute, moi j'emmène des gamins en Australie dans une académie. À mon avis, ça pourrait te faire du bien. Et oui, ça a été le début de la Renaissance. J'étais à Bruxelles entre jouer quelques tournois de temps en temps et à vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et donc, ouais, ça a été le déclic. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans un groupe entouré de mecs qui étaient plus jeunes que moi. Moi, j'avais toujours été le plus jeune partout. Et donc là, j'avais une dizaine de jeunes Français qui me regardaient déjà avec ma simili-carrière de quelques années sur le tour, comme quoi j'étais quelque chose, alors que j'avais tout encore à faire, quoi. Donc, ouais, c'est sans le coup de pouce du père de Romain, sans l'Australie. Maintenant, je suis marié avec une Australienne. Donc voilà, en fait, ça, tu as gardé un lien fort avec l'Australie. ouais, ça a été le... Sans forcément le vouloir, mais... Non, voilà, ça s'est fait... ça a été le début d'une série de choses qui m'ont permis d'être où je suis maintenant et de pouvoir quelque part regarder derrière moi et de dire, en fait, ça va, j'ai quand même accompli quelque chose de correct, quoi. Tu chipais sur la plage aussi? Tu faisais des Ouais, sorties de bunker? on faisait des week-ends à Byron Bay avec donc il y avait Romain, il y avait Rudy Tuillier, qui y avait encore dans cette bande-là. Il y a 2-3 Belges qui sont venus aussi, Germain Rust. Et on passait des week-ends, c'était marée basse et on avait 20, 30, 40 mètres de sable dur. On était torse-poil en maillot à taper des coups de wedge vers les uns les autres à 50, 60, parfois 80 mètres. C'était des week-ends incroyables. Je pense que tous, on garde un souvenir incroyable de ces 2-3 hivers qu'on a passés là-bas. Tu fermais les yeux, tu te rappelais de ces images, là, tu Complètement, je vois encore ces balles arriver vers moi sur le sable dur, qui spinaient comme ça sur le sable. On a passé des moments incroyables. Ça surfait un peu aussi T'avais la bêche qui était branchée surf et tout ça. Bon, moi, comme je nage comme une enclume, c'était pas trop mon truc, quoi, tu vois. Mais ouais, ça faisait partie du truc. On allait nager dans les vagues, il y avait les surfeurs. Parfois, tu avais des vagues d'1,50 m, 2 mètres de haut qui tubaient un peu. On passait des moments incroyables. On était du golf du lundi matin au vendredi après-midi. Et le vendredi après-midi, on avait acheté un van. J'avais fait mettre une sono dans le van. C'était vraiment la croisière s'amuse. Mais on faisait ça correctement. C'était vraiment cool. Et ça t'a fait du bien, du coup. C'était essentiel, parce qu'après, tu gagnes, je crois, 2 fois sur le Challenge Tour en 2009. Ouais. Ça a été le déclic, ça a été le basculement du bon côté pour toi, ouais, en fait, ça m'a remis dans ce cycle de se réentraîner, de retomber en fait amoureux du jeu, pas nécessairement du métier, mais du jeu. Voilà, moi, fin des années 2000, j'en avais plein ma claque, j'avais l'impression de faire n'importe quoi et je trouvais pas les solutions. Donc ouais, ce coup de pouce. Ça m'a été un peu servi sur un plateau. Donc, sans le coup de pouce du père de Romain, je suis indéniablement pas là où je suis maintenant. Ouais. Je disais aussi, j'avais l'impression d'avoir, déjà c'était en 2011, vécu 2 ou 3 vies minimum. Elle me fait rire mon histoire, je suis content d'avoir traversé tout ça et de m'être posé des questions. Là on arrive maintenant, mais tu as vécu combien de vies Pas mal en fait. Pas mal en fait, si tu décortiques,
T'as mes années d'amateur où tout se passe nickel, tout suit son cours, et puis t'as la première année sur le circuit où ça tombe, où est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Puis t'as 2003 où je reviens, et puis t'as de nouveau 2005-2006 où là je retombe vers 2007-2008 où je suis au fond du trou. Et puis t'as 2010 je reviens, 2011-2012 Ryder Cup, machin, truc, circuit américain 2013-14, puis revenir en Europe un peu que entre les jambes, à être un peu milieu de classement truc. Puis 2019 gagner le Pôle de France. Enfin, ça a été un peu dans tous les sens. Donc ouais, je pense que voilà, j'ai peut-être été un petit peu difficile à suivre, mais si on est, enfin ça va peut-être un peu faire grincer les dents. Mais si on est fan d'histoires atypiques, je pense qu'on aurait on aurait peut-être eu un faible à mon sujet, quoi. À l'époque, Ben Cadieux t'avait demandé quel titre tu donnerais un livre, si tu devais faire un livre sur ton histoire, quel titre tu donnerais. Tu avais dit Brillante décadence. Ou l'histoire entre deux extrêmes. Franchement, j'ai toujours été bon avec vous, les gars. Ouais, Franchement, j'ai toujours été bon. Hein. Aujourd'hui, ça serait quoi en 2025? Non, je trouve que ça colle encore. Bon, décadence, c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu une période décadente. Quel titre on donnerait ça maintenant Non, mais je regarde derrière moi avec un mélange de nostalgie, de fierté du voyage accompli, parce qu'en fait, tu te rends compte que malgré tout, même si j'aurais pu gagner 100 fois plus, faire une plus grande carrière, j'ai quand même réussi à faire quelque chose que le commun des mortels n'arrivera jamais, ne comprendra jamais. J'ai vécu des émotions incroyables. Laisse-moi un petit peu de temps pour réfléchir à un titre, mais il y a quand même plein. J'ai vécu des choses incroyables. Encore une date, le 5 octobre 2025, forcément. Une date importante, 500e tournoi à Saint-Andrews. Ouais. Et cette décision d'arrêter. Ouais. Raconte-nous un peu cette remontée du 18 à Saint-Andrews, ça devait être extrêmement fort. Ouais. On se refait le film de sa carrière à ce moment-là ou Ouais, mais c'est plus la globalité du voyage accompli. Voilà, les larmes qu'on peut voir à l'écran, c'est plus parce que je suis avec ma femme, je suis avec mon fils qui est féru de golf, et tu partages ça avec les autres. En fait, je reviens toujours à la même chose. Je pense que j'ai toujours énormément été dans le partage et en fait tu te rends compte en fait la masse de messages que tu reçois des gens, tu vois, qui vont dire oh, on vous a suivi toute votre vie. Et c'est pour ça aussi que j'éclate en sanglots quand je suis à l'Open de France. Parce que tu te rends compte que tu as marqué les gens, tu as l'amour des gens. Et tout ça, ça marque extrêmement fort, surtout quand on a une personnalité aussi sensible que la mienne. Ouais. c'est plus fort qu'une victoire finalement Ouais. la trace que tu vas laisser finalement dans l'histoire du golf. Bon, l'histoire du golf, Bah, n'exagérons pas, mais ouais. le petit chapitre que t'as écrit, selon d'où tu viens, voilà, venant de Belgique, oui, incontestablement, j'aurais marqué l'histoire de mon sport, oui. Au niveau mondial, non. J'ai écrit une chouette ligne dans l'histoire de la Ryder Cup, oui. Mais voilà, il faut pas s'emballer non plus. Mais oui, c'est ouais, tu prends ça pleine gueule, mais en même temps, tu vois, comme moi, la décision a été prise depuis un petit bout de temps, j'ai eu le temps de la digérer, j'ai eu le temps d'en profiter. Ouais, c'était mûrement réfléchi. Oui, c'est pas quelque chose que j'ai pris, c'est pas une décision qui a été prise en 24 heures en disant ok, terminé, bonsoir, je me barre. Non. Et puis je ferai toujours partie du paysage avec les commentaires télé. Donc, tu sais, quand tu vis cette vie-là depuis 25 ans. Je pense pas que ce soit extrêmement sain de passer directement à autre chose, hormis qu'il y ait vraiment un plan en place. Moi, mon plan n'est pas de quitter ce sport, parce que ce sport m'anime, ce sport est une passion, et ce sport m'a permis de vivre une vie incroyable. Donc c'est un peu ma façon à moi de rester dedans avec les commentaires, de rendre en fait à ce sport et à la population golfique d'où qu'elle vienne. Je me rends compte que j'ai énormément de chance d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc c'est ma façon de rendre, ouais. 500e tournoi à Saint-Andrews, c'était un hasard ou alors pas du tout? Tu avais calculé pour que Calculé, mon Ouais, vieux. En fait, quand je termine deuxième à St Andrews l'année d'avant, je me rends compte à ce moment-là que je peux atteindre 500 tournois la saison d'après.
Et en faisant les calculs, je devais jouer 26 ou 28 tournois. Je me rends compte que ça tombe soit à l'Open de France, soit au Dunhill. Le coup de pas de bol, c'est que je rentre pas dans l'Open d'Écosse et je rentre pas à Wentworth pour des raisons de statut qui est encore m'horripile maintenant. Mais donc c'était entre l'Open de France ou St Andrews. L'un ou l'autre pour moi aurait été parfait. Malheureusement pour vous, c'est pas tombé à l'Open de France, c'est tombé à St Andrews. Mais quand je revois les images, franchement, Symbolique et belle. c'est difficile de rêver mieux. Ouais. Tu reçois une plaque en argent. Elle a rejoint la salle des trophées, cette plaque Ouais, elle est là, mais bon, tu sais, avec un peu les 2-3 soucis que j'ai avec le circuit européen ces quelques dernières années, ce plateau en argent symbolise pas grand-chose. C'est plus les images et cette semaine à St Andrews, avec ma femme, mon fils, marcher les fairways de Carnoustie, de Kingsbarns, où il y a une plaque. Là où j'ai fait mon albatros au 16, tu vois, tu vas mettre une plaque dans un fairway. D'ailleurs, c'est pas la seule, j'en ai une déjà au Pays de Galles pour le drive le plus long de l'histoire du circuit européen, et j'en ai une Combien, à Kingsbarns. le drive 447 yards au passage. Vent dans le dos Ouais, vent dans le dos, fairway sec en descente, machin, pour ceux qui connaissent le parcours de la Ryder Cup en 2010. Mais tu vois, j'ai 2 plaques, quoi. J'ai 2 plaques sur 2 fairways où n'importe quel pèlerin qui va jouer Kingsbarns au 16, il passe, il voit ma plaque, il voit mon nom et il voit que j'ai mis un coup de fer 6 sur un drapeau derrière la butte, quoi. Donc ouais, j'ai énormément de chance d'avoir une empreinte à gauche et à droite, c'est quand même assez sympa. Qu'est-ce que si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui va rester? C'est quoi dont tu es le plus fier finalement? Tu parlais de partage, tu parlais d'avoir touché les gens, c'est ça ou c'est autre chose? Encore maintenant, tu vois, bon, ici, cette semaine, on est à l'île Maurice, on est au Telfair, j'arrive à peine à la réception et il y a un golfeur français, oh, Monsieur Colsart, machin, truc. Tu vois, tu ne peux pas être insensible à ça, quoi. Et je suis vraiment le premier conscient qu'en Belgique ou même en France, j'ai déçu beaucoup de gens, mais qu'est-ce que je leur ai animé leur week-end aussi certaines semaines. Donc voilà, dans la vie, tu peux pas tout avoir. Mais ouais, maintenant, on fait pas ça pour la reconnaissance des gens, mais voilà, on est évidemment sensible à la marque d'affection que les gens peuvent avoir par rapport à ton égard. C'est bien de faire son dernier tournoi ici? Alors c'est pas mon dernier, c'est un de mes derniers parce que je garde quand même le dernier pour le Soudal Open en Belgique au mois de mai l'année prochaine. Mais j'ai énormément de chance que mes derniers tournois en fait ont tous une signification particulière pour moi. Je reviens d'Australie où j'ai joué un dernier Open d'Australie à Royal Melbourne. Ma femme est australienne, mes gosses sont à moitié australiens. Je viens ici à l'île Maurice où je suis attaché ici à Héritage où je viens à l'île Maurice depuis fin des années 90. Ça fait plus de 25 ans que je viens à l'île Maurice, donc c'est une signification particulière aussi. Et puis voilà, faire une dernière fois joujoute chez moi en Belgique au Soudal au mois de mai devant les miens avec une chouette affiche qui a été créée pour l'occasion. Voilà, j'ai énormément de chance de faire mon check-out de cette façon-là. Merci Nico. Ça roule.